À voix haute, Jacques Fortier, RCF Alsace. Bonjour à tous, bienvenue au nom de l'association Littérale, l'association qui regroupe de nombreux écrivains en Alsace et à laquelle j'appartiens. Et j'ai le plaisir en son nom de vous présenter cette émission que RCF propose à voix haute. Aujourd'hui, notre invitée, c'est Sylvie de Mathuisieux. Et elle va nous lire 3 textes issus des plus beaux contes d'Alsace qu'elle a publiés tout récemment. Sylvie de Mathuisieux est d'abord connue comme autrice jeunesse, et pour cause, elle a plus d'une centaine de publications au compteur dans ce domaine chez plusieurs éditeurs. On peut citer par exemple « Comment faire enrager tout le monde », adapté à la télévision sous le titre d'Angelo Ladébrouille, ou bien encore la série La Maîtresse, qui a été ouverte avec La Maîtresse et Foldingue, qui a dépassé les 100 000 exemplaires vendus. Sylvie de Mathuisieux, depuis 2 ans, est aussi directrice de la belle collection Graines d'Histoire aux éditions de La Nuée Bleue. Mais Sylvie n'a pas que cette vie-là, elle est aussi chroniqueuse, radio et télé, rédactrice dans la presse pour adolescents ou pour enseignants, animatrice d'ateliers d'écriture. Elle a écrit un roman policier, La part d'ombre des Lumières, et elle a longtemps présidé le jury du prix Jeunesse du Festival international de géographie de Saint-Dié-des-Vosges. Et puis, elle a été présidente de notre association Littérale. Mais aujourd'hui, c'est son livre « Les plus beaux contes d'Alsace » qu'elle va ouvrir pour nous avec 3 courts récits. Des récits anciens, mais réécrits avec le souci justement d'en faire des textes à conter, des textes oraux donc, évidemment faits aussi pour la radio. Les géants d'Unidec. Il y a bien longtemps de cela, le château d'Unidec était habité par une famille de géants. Le papa géant, la maman géante et leur fille, qu'on est bien obligé de décrire comme une petite géante. Un jour qu'il faisait très beau, celle-ci demanda à sa maman si elle pouvait aller se promener un peu. « Je ne me perdrai pas, lui dit-elle, je connais bien les environs. Et puis, je viens de terminer de lire un livre qui explique tous les bienfaits de la marche et du grand air pour la santé des enfants. » Sa maman, occupée à la confection d'un énorme Kuglopf, sourit et la laissa partir, lui demandant seulement d'être rentrée avant le coucher du soleil. Géants ou pas, les marmots n'ont en effet rien à faire dehors lorsque la nuit tombe. La petite géante se balada dans la forêt. Les arbres lui chatouillaient les genoux. Elle admira la cascade, bagnauda un peu dans les prairies si vertes en respirant à plein poumon, chanta à tue-tête toutes les chansons idiotes qui lui venaient à l'esprit, surtout celles qui agaçaient le plus ses parents. Mais au bout d'un moment un peu fatiguée, elle s'assit sur le sommet d'une colline, appuya ses coudes sur ses genoux, mit son menton dans les paumes de ses mains réunies et observa ce qui se passait à ses pieds. Soudain, elle aperçut dans un champ un laboureur et son bœuf attelés à une charrue. Elle fut émerveillée par cette découverte. « Quel beau jouet !» se dit-elle. « Comme je m'amuserais à le regarder bouger si je le rapportais à la maison. » Sans réfléchir davantage, elle saisit délicatement l'homme et son attelage pour les déposer bien à l'abri dans la poche de son tablier. Le pauvre laboureur criait tout ce qu'il pouvait, demandait qu'on le relâche, mais elle n'entendait rien. Toute heureuse, elle regagna le château à grandes enjambées. Elle alla trouver son père, qui fumait sa pipe confortablement assis dans son fauteuil. « Regarde, papa, j'ai trouvé dehors la plus étonnante des poupées. » Pendant ce temps, le petit homme gesticulait, trépignait, s'arrachait les cheveux. Il finit par tomber à genoux, levant ses mains dans un geste de supplication. Le bœuf, lui, ne bougeait pas. Bien planté sur ses 4 pattes, il profitait de la situation pour se reposer et ruminer un reste d'herbe tendre qu'il avait gardé en réserve dans l'un de ses estomacs. Le géant fronça les sourcils, secoua la tête et regarda sa fille, les yeux pleins de reproches.
Ce que tu me montres là n'est pas un jouet, c'est un homme. Il est fait, tout comme nous, de chair et de sang. Il a sans doute une femme, peut-être des enfants, qui se désespèrent de sa disparition. De plus, d'après son allure, ce doit être un cultivateur. C'est lui qui fait pousser le blé dont nous faisons notre pain. Nous lui devons le respect. » La petite géante, penaude, murmura. « Je te demande pardon, monsieur le laboureur. Je vais vous ramener, toi et ta bête, exactement à l'endroit où je vous ai trouvé. » Et c'est ce qu'elle fit. Littérature, histoire, contes, laissez-vous porter par des récits captivants et inspirants. Vous écoutez à voix haute sur RCF Alsace. Le puits du Fleckenstein. Le baron de Fleckenstein n'était pas n'importe qui. Il avait des ambitions. Et l'une de ses ambitions les plus importantes, c'était de se faire bâtir un château, un grand château, un beau château. Comme il avait les moyens, ce fut bientôt chose faite. Hélas, il avait un problème et de taille, on y déplorait l'absence du moindre point d'eau, tous les puisatiers de la région s'étaient épuisés à tenter de remédier à cette fâcheuse situation. Le seigneur enrageait, piétinait, tempêtait, mais évidemment, cela ne servait à rien. Or, un jour, un petit homme bien singulier se présenta. Il se vanta de pouvoir, en moins d'une semaine, régler le problème du seigneur en creusant un puits qui, assura-t-il, donnerait toujours une eau fraîche et abondante. Le baron, ravi, serra la main de l'étranger avec effusion. « Mon ami, mon cher ami, si vous réussissez, je vous donnerai tout ce que vous voudrez. » De fait, l'homme se mit rapidement au travail. Dans l'enceinte du château, jour après jour, la terre semblait s'ouvrir toute seule sous ses pieds. Quand il eut fini son ouvrage, le puisatier, fort aimablement, invita son commanditaire à rentrer avec lui dans une nacelle qu'on ferait glisser en bas à l'aide d'une grosse corde, et ce jusqu'à la nappe d'eau. Un peu serrés, assez ballottés, les deux hommes s'éclairaient grâce à une lampe à huile que le baron tenait à la main. La nacelle descendit longtemps, si longtemps que le seigneur commença à s'inquiéter. « Vous êtes vraiment sûr que… » L'autre ne répondit pas. Le baron trouva soudain qu'il faisait chaud, de plus en plus chaud. Il jeta un œil vers son compagnon et remarqua avec horreur que ses oreilles s'étaient couvertes de poils noirs et étaient devenues absolument pointues. Son regard glissa vers les pieds de l'individu et il constata qu'il s'était changé en 2 sabots de bouc. Tout en bas, on apercevait maintenant les flammes de l'enfer. Le seigneur de Fleckenstein comprit enfin qu'il avait conclu, bien malgré lui, un pacte avec le diable en personne. Certains auraient cédé à la panique. Il fit preuve d'un sang-froid étonnant. Il se mit benoîtement à réciter ses prières, les mains jointes et les yeux fermés, recommandant son âme à Dieu. Furieux, le démon sauta alors hors de la nacelle et le baron n'eut plus qu'à crier à ses hommes de le remonter. Une fois à l'air libre, il remercia le Tout-Puissant pour son aide, puis, pris d'une inspiration subite, appela le curé pour lui demander de vider quelques fioles d'eau bénite dans le trou que Satan avait creusé. L'homme d'église s'exécuta. À la surprise générale, un bruit frais et chantant, un aimable, un joyeux glouglou parvint à ce moment aux oreilles de l'assistance. La cavité se remplissait. C'est ainsi que le château eut finalement son puits, un puits qui donna, et pendant fort longtemps, une onde aussi fraîche qu'abondante.
à voix haute sur RCF Alsace. Les petits nains de la montagne. On peut encore aujourd'hui se promener, non loin de Bouxwiller et du château de Ferrette, dans un endroit qu'on appelle la Gorge aux Loups. C'est là que se trouve la grotte qu'habitait jadis un petit peuple adorable. Comme les petits nains avaient bon cœur, ils avaient pris l'habitude de donner un coup de main à ces grands nigauds d'humains dès qu'ils en avaient besoin, c'est-à-dire, il faut bien l'avouer, quotidiennement. On les récompensait toujours avec des friandises, une fiole de bon vin, des chutes de cuir ou de tissu, avec lesquelles des petits tailleurs cousaient les habits de la communauté. Ces vêtements étaient d'ailleurs très particuliers. Été comme hiver, le bas des costumes traînait par terre, si bien qu'ils cachaient toujours les pieds de ceux qui les portaient. Personne chez les humains n'avait jamais remarqué ce détail, ou personne du moins n'y avait jamais accordé la moindre importance, jusqu'à ce que 3 jeunes filles s'en intriguent. Ils considèrent peut-être que montrer ses chevilles est le comble de l'indécence, proposa Liesel, alors qu'elles étaient réunies au lavoir. Ils craignent plus que tout d'avoir froid aux pieds, affirma Hilda le lendemain, alors qu'elle reprisait, assise au soleil, les accrocs des chemises. Leur cordonnier est si peu habile qu'ils ont honte de leurs souliers, pouffa la 3e le surlendemain en pleine messe, s'attirant les regards courroucés de l'assistance en prière. Et on surenchérit bientôt, jusqu'à avancer les explications les plus loufoques. On imagina que les petits nains n'avaient pas de pieds du tout, ou alors des pieds avec 12 orteils. Un soir, à la veillée, Liesel fit signe à ses amis de s'approcher d'elle. Puis elle prononça ces paroles à voix basse. « J'ai eu une idée. Avant d'aller nous coucher, nous irons déposer une fine couche de sable devant la grotte, de telle façon que demain matin, ses habitants y laissent leurs empreintes. » Ainsi fut fait. Et le lendemain matin, lorsque les petits êtres sortirent, comme chaque jour, de leur maison troglodyte, ils ne remarquèrent pas les traces de pas qu'ils laissaient dans le sable. Or, bientôt, 3 grands éclats de rire montèrent de la gorge des jeunes filles cachées non loin de là. Ils enflèrent, s'envolèrent, réveillant les oiseaux et les petites bêtes de la forêt. Hilda, Marikle et Liesel dévalèrent le sentier à toutes jambes et en se tenant les côtes. « Ils ont des pattes de chèvre! Ils ont des pattes de chèvre !» De porte en porte, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, et partout la chose sembla si incongrue que chacun, sans malice particulière, s'esclaffa à son tour en l'apprenant. Hélas, les petits nains de la montagne ne trouvèrent pas ça drôle. Ils entrèrent dans leur grotte et jamais plus n'en sortirent pour aider les hommes dans leurs tâches quotidiennes. Les plus beaux contes d'Alsace, si vous en voulez un peu plus, c'est publié au Verger Éditeur dans la collection des Contes rhénans. Et les illustrations de ce très beau petit livre sont signées par le dessinateur alsacien Benjamin Strickler. Bonne fin de journée à tous.